Le principe de récurrence admet des variantes et dans cette vidéo, on va voir les deux variantes qui sont au programme, à savoir la récurrence double et la récurrence forte. Commençons par la récurrence double. La récurrence double est une méthode de raisonnement qui repose sur un théorème qui s'appelle non pas le principe de récurrence, mais le principe de récurrence double. Donc commençons par voir ce théorème. Le contexte est le même. On a ici une suite de propositions. On les note, ces propositions, les h de n, qui dépendent donc d'un antinaturel n. Et la conclusion est la même, puisqu'on va démontrer grâce à ce théorème, enfin la conclusion du théorème est que tous les hn sont vrais. Par contre, maintenant, ce qui change par rapport à la récurrence simple, ce sont les deux hypothèses du théorème. Premièrement, l'initialisation, on ne vérifie pas seulement que h de 0 est vrai, on vérifie que les deux premières sont vraies, h de 0 et h de 1. Alors h de 0 et h de 1 si on commence à 0, bien sûr. Si jamais vous commencez votre récurrence à un autre entier, mettons 4, alors vous devrez vérifier que h de 4 et h de 5 sont vrais. Dans l'initialisation, on montre que les deux premières propositions sont vraies. Et puis ensuite, regardons ensemble l'hérédité. Également, ce n'est pas la même chose que dans la récurrence simple. Dans l'hérédité, on doit démontrer que pour tout n, si hn et hn plus 1 sont vrais, alors hn plus 2 est vrai. Autrement dit, si la proposition est vraie pour deux entiers consécutifs, alors cela entraîne qu'elle est vraie pour l'entier suivant. Au passage, d'ailleurs, cette hypothèse d'hérédité, on peut l'écrire autrement. Par exemple, on peut l'écrire comme pour tout n plus grand que 1, si h de n-1 et h de n sont vrais, alors cela entraîne que h de n plus 1 est vrai, ou encore autre manière de l'écrire, que pour tout n supérieur à 2, si h de n-2 et h de n-1 sont vrais, alors cela entraîne que h de n est vrai. Ces trois phrases ont exactement le même sens. Elles signifient que si deux propositions consécutives sont vraies, alors la suivante est également vraie. Bon, donc d'après ce théorème, si on a donc cette initialisation-là et cette hérédité qui sont vraies, alors tous les hn sont vrais. Pourquoi? D'abord, comprenons intuitivement pourquoi ça marche sur un petit dessin. Si je représente sur cette demi-droite graduée tous les entiers naturels, eh bien, je peux ici représenter en vert ceux pour lesquels je suis sûr que la phrase est vraie. D'après l'initialisation, je peux mettre ici un point vert et ici un point vert, puisque h de 0 et h de 1 sont vrais. D'autre part, d'après l'hérédité, ici, cette phrase est vraie pour tout n, donc je peux donc l'appliquer en particulier pour n est égal à 0, et ça me donne que h de 0 et h de 1, si elles sont vraies, impliquent h de 2. Du coup, je peux donc dire que h de 2 est vrai. Ensuite, toujours par l'hérédité, si h de 1 et h de 2 sont vrais, ce qui est le cas, alors cela implique que h de 3 est vrai. Donc hop, c'est bon, h de 3 est vrai. Et puis je continue. h de 2 et h de 3 sont vrais, donc h de 4 est vrai. h de 3 et h de 4 sont vrais, donc h de 5 sont vrais, etc., etc., etc. On comprend pourquoi la conclusion du théorème, c'est bien que tous les hn sont vrais. Alors maintenant, comment démontrer ce théorème? Il y a plusieurs manières de faire. Une première manière de faire, ce serait de prendre la démonstration du principe de récurrence simple et d'essayer de l'adapter à cette situation. C'est possible, on pourrait faire ainsi. Mais il y a une deuxième manière de faire qui est beaucoup plus efficace et qui consiste à comprendre en fait que ce principe de récurrence double est une conséquence du principe de récurrence simple, mais appliqué non pas à la suite de propositions h de n, mais à une autre suite de propositions qui sont les P de n que l'on définit de la façon suivante. Chaque P de n contient les deux phrases h de n et h de n plus 1. De cette façon, la phrase P de 0 signifie h0 et h1, P de 1 signifie h de 1 et h2, P de 2 signifie h de 2 et h3, etc., etc. Si jamais les deux hypothèses ici qui sont écrites sont vraies sur Hn, alors en fait, les hypothèses de la récurrence simple vont être vraies pour la phrase P de n. P de 0 est vrai, bah oui. Et puis deuxièmement, ici, l'hérédité version récurrence double va permettre de dire que, eh bien, pour tout n, la phrase P de n implique la phrase P de n plus 1. Je suis donc au niveau de P de n dans cette situation, et donc par principe de récurrence simple, toutes les phrases P de n sont vraies, et puisque toutes les phrases P de n sont vraies, en particulier, toutes les phrases H de n sont vraies. Donc en fait, on comprend que faire une récurrence double sur la phrase H de n, c'est exactement faire une récurrence simple sur cette phrase P de n. Alors maintenant, à quoi ça sert?
Eh bien, en fait, la récurrence double, elle va servir dans des situations où, pour démontrer une propriété pour un entier, on a besoin pas seulement en fait, de la propriété pour l'entier précédent, mais de la propriété pour les deux entiers précédents. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Imaginez une suite numérique pour laquelle on connaît les deux premiers termes, mettons U0 égale 3 et U1 égale 4, et puis pour laquelle on a une relation de récurrence du type suivant. Pour tout n appartenant à grand N, un plus 2 est égal à un plus 1 au carré plus 2 fois un. Je prétends qu'une telle suite va avoir tous ces termes strictement positifs. Et je prétends qu'en fait, on va pouvoir le démontrer à l'aide d'une récurrence, en posant la chose suivante, de façon naturelle, pour tout n, posant la phrase h de n qui dit que un est strictement positif. Ça va marcher. Pourquoi U0 est strictement positif, c'est 3. U1 est strictement positif. Et ensuite, d'après la relation de récurrence, U2, eh bien, c'est le carré de U1, qui est donc strictement positif, plus 2 fois U0, ça aussi, c'est strictement positif. Et donc, la somme ici des deux est donc strictement positive. Du coup, U2 est strictement positif. Et puis, je peux continuer. U3, c'est d'après la relation de récurrence, U2 au carré plus 2 fois U1. Et ça, c'est encore une fois une somme de nombres strictement positifs, etc., etc. Vous voyez que c'est bien un processus qui est récursif. Donc, on va faire une récurrence. Ce n'est pas récurrence qu'on va montrer que tous les UN sont strictement positifs. Par contre, à chaque fois, pour démontrer qu'un terme est strictement positif, j'ai non seulement besoin du fait que le précédent était strictement positif, ou en fait là non nul plutôt, et aussi celui d'avant encore, qu'il soit strictement positif. Donc dans cette situation, c'est clairement une récurrence double qui va fonctionner et pas une récurrence simple. Voyons ensemble ce que donnerait la rédaction complète de cette récurrence double. Ça donne ça. D'abord, on l'annonce. Normal, comme tous les types de raisonnement. Et puis ensuite, on commence par définir la phrase que l'on cherche à démontrer. Ici, cette phrase-là, c'est la phrase qui dit que un est strictement positif. Donc pour le moment, c'est exactement la même chose qu'une récurrence simple. Simplement, quelles sont les différences? Dans l'initialisation, je ne vérifie pas seulement h de 0, mais je vérifie h de 0 et h de 1, qui sont, dans le cas précis, vrais. Et ensuite, dans l'hérédité, je commence exactement de la même manière. Je fixe un n, je mets un point, j'y tiens. Mais cette fois-ci, je suppose h de n et hn plus 1, et je démontre h de n plus 2. h de n plus 2 signifie que ici, un plus 2 est strictement positif. Ça va marcher. Le nombre un plus 2, d'après la relation de récurrence, il est égal à cette chose-là. Et c'est à ce moment-là que je vois bien que pour démontrer que un plus 2 est strictement positif, j'ai besoin de ça, c'est-à-dire de hn plus 1, et aussi de ça, c'est-à-dire de hn. J'ai prouvé ici hn plus 2 et la conclusion, c'est maintenant de dire que pour tout n, h de n est vrai. Passons maintenant à la deuxième variante de la récurrence simple de cette vidéo qui s'appelle la récurrence forte. On l'appelle aussi récurrence avec prédécesseur. Alors, le contexte est toujours le même, on a une suite de propositions, voilà, et on souhaite démontrer encore une fois que toutes ces propositions sont vraies. Dans la récurrence forte, voilà les deux hypothèses que l'on va devoir démontrer pour appliquer le théorème. La première, c'est comme dans la récurrence simple, c'est que h de 0 est vrai. Ce qui change ici, c'est l'hérédité. Dans l'hérédité, on ne montre pas que pour tout n, hn implique hn plus 1. On montre que pour tout n, si jamais toutes les phrases h de k sont vraies pour k allant de 0 à n, c'est-à-dire h de 0, h de 1, h de 2 jusqu'à h de n, alors cela entraîne que la phrase h de n plus 1 est vraie. Le théorème, appelé principe de récurrence forte, nous dit donc que si ces deux hypothèses sont vérifiées, alors tous les hn sont vrais. Pourquoi ce théorème est-il vrai? Eh bien, encore une fois, en fait, on peut d'abord le comprendre intuitivement en faisant un petit dessin. Je représente mes entiers et j'imagine que les deux hypothèses du théorème sont vérifiées. Du coup, h de 0 est vrai, je le marque en vert. Ensuite, l'hypothèse d'hérédité étant vraie pour tout n, je peux en particulier l'appliquer à n est égal à 0. Or, à n égale 0, elle est très simple, elle dit simplement que h0 implique h1. Du coup, je peux donc dire, étant donné que h de 0 est vrai, que h1 est également vrai. Ensuite, l'hérédité appliquée à n égale 1 me dit que si h de 0 et h de 1 sont vrais, cela implique que h de 2 est vrai. Et bien, du coup, étant donné qu'elles sont vraies, alors ça me donne que h de 2 est vrai. De nouveau, ici, je vois que pour tous les entiers jusqu'à 2, la phrase est vraie. Du coup, pour l'hérédité appliquée à n égale 2, ça me donne que h3 est vrai.
Je continue. Ici, je vois que pour tous les entiers jusqu'à 3, la phrase est vraie. Du coup, par hérédité prise pour n égale 3, ça me donne que H4 est vrai. Etc., etc., etc. Je vois bien que ça va marcher. Tous les Hn vont être vrais. Passons maintenant à la démonstration. Un peu comme pour le principe de récurrence double, on va voir que le principe de récurrence forte peut se déduire du principe de récurrence simple, mais qu'on n'applique pas à la phrase ou à la suite de phrases H, les Hn, mais qu'on applique à une autre suite de phrases qu'on va définir de la manière suivante. Pour tout n appartenant à grand N, la phrase P de n est définie par H de 0 et H de 1 et H de 2, etc., etc. jusqu'à H de n. Autrement dit, la phrase P de n signifie que les H de k sont tous vrais pour k variant de 0 à n. Autrement dit, si je l'écris pour les premières valeurs de n, ça donne la chose suivante. Cette suite de phrases Pn, elle vérifie les choses suivantes. Elle vérifie que P de 0 est vrai, bah oui, bien sûr, puisque H de 0 est vrai. Et puis d'autre part, grâce ici à cette hypothèse d'hérédité, elle vérifie que pour tout n appartenant à n, la phrase P de n implique la phrase P de n plus 1. Du coup, par principe de récurrence simple, eh bien, toutes les phrases P de n sont vraies, et puisque toutes les phrases P de n sont vraies, en particulier, la phrase Hn est vraie pour tout n. Voilà pour la démonstration. En fait, la démonstration dit la chose suivante. Faire une récurrence double sur les phrases H de n signifie exactement faire une récurrence simple sur les phrases P de n. Alors, dans quelle situation est-on amené à faire une récurrence forte? En fait, on est amené à faire une récurrence forte quand on veut faire une récurrence et qu'au moment de l'hérédité, pour démontrer h de n plus 1, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de supposer h de n, mais qu'en fait, on a besoin d'avoir des phrases du type h de k pour des entiers qui sont inférieurs à n. Dans ce cas-là, on se dit, bon, bah, si j'ai besoin d'avoir cela, tant qu'à faire, autant supposer qu'ils sont tous vrais, que la phrase h de k est vraie pour tous les cas inférieurs à n. Et ça s'appelle bien une récurrence forte. Voyons tout de suite ensemble un exemple. Voilà un énoncé. Montrons que pour tout entier n supérieur à 2, cet entier se décompose en produit de nombres premiers. En fait, cet exemple n'est pas simplement un petit jeu dans le cours, c'est un théorème absolument fondamental en arithmétique qui dit que, eh bien oui, tout entier à partir de 2 s'écrit comme un produit de nombres premiers. Autrement dit, les nombres premiers sont des nombres qui sont générateurs de tous les entiers, générateurs au sens multiplicatif. Au passage, c'est peut-être le moment de faire un tout petit rappel sur ce qu'on appelle les nombres premiers. Ce sont donc des entiers supérieurs ou égaux à 2 que l'on ne peut pas diviser, c'est-à-dire qu'ils n'admettent aucun diviseur entier. Par exemple, le nombre 2 n'est pas premier parce qu'on peut le mettre sous la forme 3 fois 4. Il admet donc des diviseurs, en particulier 3 et 4 sont des diviseurs de 12. En revanche, le nombre 13 n'est pas premier parce qu'il n'admet pas de diviseur. Alors, quand je dis de diviseur, c'est de diviseurs stricts, des diviseurs qui ne sont pas ni lui-même ni 1. Si jamais je veux écrire 13 comme un produit d'entier naturel, eh bien, il n'y a aucune autre manière de l'écrire que lui-même fois 1, et donc on dit que 13 est premier. Il y a en fait une infinité de nombres premiers, c'est quelque chose qu'on démontrera plus tard, 2 en fait partie, 3, alors 4 n'est pas premier, mais 5 l'est, etc. Il y a 11, il y a 13, etc., etc., etc. Revenons donc à notre énoncé, tout entier n supérieur ou égal à 2 et peut en tout cas se mettre sous la forme d'un produit de nombres premiers. Ce résultat peut se démontrer par récurrence sur n, mais pour le comprendre, il faut bien réfléchir d'abord au brouillon. Allons-y. Imaginons que pour démontrer ce résultat, on prenne les entiers un par un et à chaque fois, on essaie de démontrer que ce sont des produits de nombres premiers. On commence par 2, puis 3, puis 4 qui est égal à 2 fois 2, donc ça marche, puis 5 qui est premier, puis 6 qui est égal à 2 fois 3, donc ça marche, puis 7 qui est premier, etc. etc., etc. Imaginons qu'on fasse ce processus et qu'on arrive jusqu'au nombre, par exemple, 346. Voilà, on imagine qu'on a démontré que tous les entiers, tous jusqu'à 346, peuvent être mis sous la forme d'un produit de nombres premiers. Maintenant, on recommence et on s'intéresse donc au suivant, 347. Il se trouve que 347, il est premier. Du coup, il est donc un produit de nombre premier. Il est égal à, eh bien, lui-même, c'est donc un produit de un seul nombre premier. OK. Le suivant maintenant, 348. 348, il n'est pas premier. 348, on peut par exemple le diviser par 2. Il est égal à 2 fois 174.
Lorsque j'ai écrit ça, ça va marcher. Pourquoi? Parce que 2, il est premier. Et puis 174, en fait, on l'a déjà traité. C'est un nombre qui est inférieur à 346. Donc en fait, on imagine qu'on a déjà démontré que 174, c'était un produit de nombre premier. Donc j'ai ici un nombre premier fois un produit de nombre premier. C'est bon, 348 est lui-même un produit de nombre premier. Passons maintenant au suivant, 349. Alors 349 aussi, il se trouve qu'il est premier. Donc c'est terminé, il est égal à lui-même. OK. Ensuite, le suivant, 350, lui, il n'est pas premier. Par exemple, on peut le diviser par 10. C'est 10 fois 35. Encore une fois, ici, c'est gagné. Pourquoi? Parce que 10, il a déjà été traité. Je sais déjà que c'est un produit de nombre premier. Et 35 aussi. Du coup, 350 est un produit de nombre premier. C'est donc un produit de nombre premier. Ensuite, on passe encore au suivant, 351, lui non plus n'est pas premier. On peut par exemple, alors là il faut un petit peu travailler, il faut faire des essais, mais une décomposition possible, c'est de voir que c'est 27 fois 13. De nouveau, c'est gagné parce que lui, on l'a déjà traité, et lui aussi. Donc ces deux nombres étant des produits de nombres premiers, c'est aussi le cas pour 351. Bon, je prétends que quand on a fait ce petit travail là sur des exemples, on peut comprendre pourquoi c'est gagné dans le cas général. Imaginons qu'on fasse une récurrence et que dans cette récurrence, on en soit à l'hérédité. Du coup, dans l'hérédité, la question est de montrer que le nombre n plus 1 est un produit de nombre premier. Ces exemples, ils montrent qu'il y a un peu deux cas. Soit ce nombre, il est premier, comme c'était le cas pour 347 et 349, et à ce moment-là, il n'y a strictement rien à faire. Soit il n'est pas premier, et dans ce cas-là, par définition d'un nombre qui n'est pas premier, il admet des diviseurs. Autrement dit, on peut le mettre sous la forme a fois b. Alors ces diviseurs, là, ici, je les ai calculés, mais quelque part, peu importe ce qu'ils valent. Ce qui est important, c'est que ces diviseurs, ils sont strictement plus petits que n plus 1, ils sont donc inférieurs à n, et donc on les a déjà traités. De sorte que lui et lui, on sait déjà qu'il s'agit de produits de nombre premier. Et donc le nouveau nombre n plus 1 qu'on est en train de regarder est donc un produit de nombre premier, et c'est gagné. D'autre part aussi, ce que montre ce petit travail, c'est qu'une récurrence simple ne va pas marcher. Vous voyez bien que par exemple, quand je montre que le nombre 351 est un produit de nombre premier, je n'utilise pas du tout que le précédent 350 était un produit de nombre premier. Les deux travaux qui sont faits ici n'ont absolument rien à voir. Ce que j'utilise, c'est que d'autres nombres antérieurs étaient des produits de nombres premiers. C'est donc ici une récurrence forte qui va marcher. Je vous propose maintenant qu'on regarde comment on la rédige. Comme d'habitude, puisqu'on fait une récurrence forte, on l'annonce clairement. Et ensuite, comme pour n'importe quelle récurrence, on définit proprement la suite de phrases que l'on souhaite démontrer. Ici, la phrase h de n signifie que n est un produit de nombre premier. Je souhaite démontrer h de n pour n à partir de 2. Du coup, dans l'initialisation, je montre que h de 2 est vrai, ce qui ne présente aucune difficulté, puisque le nombre 2 est bien un produit de nombre premier, il est lui-même premier. Donc il est le produit de lui-même, c'est un produit à un seul facteur. Maintenant, la grosse différence avec une récurrence simple se fait au niveau de l'hérédité. Je fixe un n ici, et là je ne dis pas que je suppose hn, je suppose h de k pour tous les entiers k compris entre 2 et n. Ensuite, je dis montrons h de n plus 1. Et puis maintenant, je vais faire le raisonnement en fait, qu'on vient de faire. Sur n plus 1, je dis la chose suivante, soit n plus 1 est premier, et donc il n'y a rien à faire, la phrase h de n plus 1 est tout de suite vraie, ou bien n plus 1 n'est pas premier, et donc à ce moment-là, il peut être factorisé. Comme je le disais, n plus 1 peut donc être sous la forme p fois q, où p et q sont des entiers qui sont inférieurs à n. Étant donné que ce sont des entiers inférieurs à n, alors la phrase h de p d'une part et h de q d'autre part, ces deux phrases-là sont vraies, puisqu'on avait supposé h de k pour tous les entiers compris entre 2 et n, donc en particulier pour ces deux entiers p et q. Si p et q sont tous les deux des produits de nombres premiers, alors n plus 1 qui est le produit des deux est donc un produit de nombres premiers, et donc il est un produit de nombres premiers. Cela démontre h de n plus 1. La conclusion, c'est la même que pour toutes les récurrences. La phrase h de n est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2. Finissons avec quelques remarques. La première remarque, c'est que quand on a compris le principe de récurrence forte, on peut se dire que la récurrence forte est un outil qui est tout simplement plus puissant que la récurrence simple. Et oui, regardez, en fait, si jamais on est dans une hérédité et qu'on veut donc démontrer h de n plus 1, eh bien la récurrence simple, on suppose uniquement hn, alors que la récurrence forte, on suppose plus que ça.
Donc on pourrait très bien se dire, bah, en fait, tant qu'à supposer Hn, autant en supposer tout ça, c'est quelque part plus facile, plus pratique pour la personne qui fait la démonstration d'avoir un maximum d'hypothèses. Du coup, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi ne pas faire que des récurrences fortes et jamais de récurrences simples? Eh bien, c'est pas faux, oui, effectivement, on pourrait ne faire que des récurrences fortes. Simplement, on ne le fait pas parce que bah, dans 90% des cas, en fait, les récurrences, c'est des récurrences simples. Et donc, bah, c'est tout simplement un peu lourd de le rédiger comme une récurrence forte et un peu hors sujet. Si jamais on a vraiment un mécanisme où Hn implique Hn plus 1, bah, c'est aussi une manière de montrer qu'on a compris ce mécanisme que de faire une récurrence simple. Du coup, on laisse les récurrences fortes uniquement à des situations où on a vraiment besoin de supposer tous les précédents. D'ailleurs, comment savoir si on se lance dans une récurrence simple, dans une récurrence double ou dans une récurrence forte? Eh bien, pour le savoir, c'est en réfléchissant à l'hérédité. Et la réflexion sur l'hérédité, on la fait toujours au brouillon avant même de se lancer dans n'importe quelle récurrence. En fait, on réfléchit à la chose suivante, très bien, je suppose que j'ai un n et j'aimerais démontrer h de n plus 1. Et là, je vois bien ce dont j'ai besoin pour que ça marche. Si jamais je me rends compte que bah, c'est bon, en supposant hn, j'arrive à démontrer hn plus 1, c'est bon, je fais une récurrence simple. Si je me rends compte que bah non, en fait, j'ai besoin des deux précédents pour démontrer hn plus 1, alors je me lance dans une récurrence double. Et si enfin je me rends compte que bah non, en fait, j'ai besoin de propositions pour des entiers qui sont encore antérieurs à n-1 et à n, alors je me lance dans une récurrence forte. Cela m'amène au conseil fondamental concernant les récurrences. Si tu envisages de faire une récurrence, commence par réfléchir à l'hérédité et au brouillon. L'hérédité, c'est vraiment le centre d'une récurrence. Une récurrence où l'hérédité ne marche pas ne vaut rien du tout. Ça veut juste dire que tu n'aurais pas dû faire une récurrence. C'est jamais l'initialisation qui pose problème dans une récurrence. L'initialisation, ce sera toujours une simple vérification. A l'inverse, c'est en travaillant l'hérédité que déjà tu comprendras ton problème, pardon, que tu verras si c'est une bonne idée de faire une récurrence, si ça marche, et dans le cas où c'est une bonne idée, si eh bien, tu te lances dans une récurrence simple, double ou forte.